Bonjour à tous, bienvenue sur SEMA Club, le podcast où on parle de tout, mais toujours autour de l'Afrique. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui divise, qui est parfois tabou chez nous, mais qui, à mon sens, est important. On parle de la masculinité, de la vulnérabilité chez les hommes en Afrique et par extension à ceux de la diaspora et aux expatriés qui vivent en Europe. On va se poser la question de qu'est-ce que c'est finalement un homme. Est-ce qu'on peut être un homme, un vrai, et être fragile, et montrer sa fragilité? Qu'est-ce qu'attendent nos cultures, en tout cas de nous en tant qu'hommes, et comment les femmes prennent ces enjeux-là de leur côté. Pour faire ce podcast-là, je suis très content. J'ai 3 invités. Je suis très content de faire ce podcast avec eux. On en a beaucoup parlé en amont et, ça se réalise enfin. Pour leur présenter, je vais chacun leur poser une question que j'ai bien pris la peine de noter pour ne pas oublier. Et je vais commencer, si on est bien les gars, par Moncia. Puisqu'on parle de la masculinité, il faudrait qu'on qu'on ne fasse pas un faux pas tout de suite. Bonjour Moncia. Bonjour. Tu es une femme qui vit dans un monde qui est souvent, que je décris, qui est souvent pensé pour les hommes. Dans ce que tu observes en France et dans tes origines malgaches, qu'est-ce qui te frappe le plus dans la manière dont les hommes montrent ou pas leur vulnérabilité? Déjà, merci pour ta question. Merci de m'inviter à cet épisode de ton podcast. Très content. Oui, je suis ravie. Alors, je pense que ma réponse, elle va se découper en deux points de vue. Le premier, ça va être sur l'aspect de ma vie en France, donc sur ce que j'ai pu voir de ma vie d'adulte, puisque j'ai grandi quand même la majorité de ma vie ici. Je pense que la vulnérabilité des hommes, elle est beaucoup plus... elle n'est toujours pas claire et expressive, mais on va la retrouver, par exemple, à travers des termes un peu techniques, si je veux dire ça comme ça. Par exemple, santé mentale, burn-out, ce genre de choses. Okay. On va beaucoup en parler comme ça, mais sans jamais vraiment l'externaliser. Donc, on va l'internaliser à travers ces termes un peu sociétaux, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Et ils vont utiliser ces termes pour justement exprimer cette vulnérabilité sans vraiment montrer sincèrement les émotions, pleurer, dire clairement ce qui ne va pas, etc. Et je pense que c'est la première partie de ma réponse. Okay. Là, le deuxième aspect, donc, c'est pour plus le côté de mes origines, donc les origines malgaches. Là-bas, c'est complètement différent. Les hommes ont toujours été éduqués. On leur a toujours dit un homme, ça ne pleure pas. Un homme, c'est le représentant de la famille. C'est celui qui lead. Il ne doit pas montrer ses émotions. Il doit être dur. Il doit tout, il doit tout encaisser. Je pense qu'il y a certains qui se reconnaissent dans ces définitions de l'homme. Okay. Ouais. Voilà, c'est l'homme qui doit tout encaisser et justement, il n'a pas ce droit à l'erreur, entre guillemets, de se montrer vulnérable. Ça va vraiment être tabou, limite. Okay. Et voilà, je pense que dans tous les cas, pour conclure un petit peu, parce que je m'étends, la vulnérabilité chez les hommes, que ce soit aujourd'hui en Occident ou en Afrique, elle reste quand même assez encadrée, limitée, mais à différents niveaux. Okay. On va s'enquérir des hommes. Je ne sais pas si on est plus ou moins pour. On va aller chez mon frère Anthony de Côte d'Ivoire. Un truc, tu travailles dans la tech, mon gars, tu es devenu père récemment. Enfin, ça fait un an maintenant. Ça va d'une petite fille qui est très, très, très mignonne, qui est camerounaise en partie, je le précise. C'est important. Bon, ça marche. Je voulais savoir qu'est-ce que tu penses qu'on attend de toi en tant qu'homme dans ta vie de père et dans ta vie de compagnon aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, bousculé de ces attentes-là qu'on a vis-à-vis de toi? Ok. Déjà, merci pour l'invitation aussi. Ça fait toujours plaisir de vous voir. En plus, ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'était pas vu. On ne s'est pas tous ensemble. Et comme tu l'as dit, moi, écoute, ça va faire 15 mois. La petite, elle est arrivée là dans des situations un peu difficiles quand même. C'était difficile pour ma fiancée et pour moi aussi, et même pour la famille. Mais un peu plus pour nous, puisque c'est nous qui vivons ça. Moi, là, aujourd'hui, j'essaie de me focaliser vraiment sur ma fille et ma fiancée. Okay. Ce qui change vraiment, c'est en fait
le fait de perdre la notion du temps, en gros. Ok. Genre, en fait, le temps, il disparaît, il n'existe plus, tu sais. En tant que père ou compagnon. Dans les deux cas. Ok. En tant qu'homme, dans les deux cas, tout disparaît parce que en fait, tu es un peu submergé par pas mal de choses. Moi, j'étais dans une situation où j'étais en train de changer, en plus de travail. Ok. Donc, j'avais trouvé un nouveau job, Ok. j'étais en train de changer et tout s'est arrivé en même temps. Aujourd'hui, bon, là, je me focalise du coup sur l'éducation de ma fille, d'être présent un maximum pour elle, ainsi que ma femme. Donc, nous, on s'est dit, c'est pas facile, mais une chose est sûre, on n'a pas envie de se retrouver dans une situation où, comme la majorité des couples, hein, dès qu'il y a un enfant, de ce qu'on entend et même des expériences de plein de personnes, ça devient difficile. Il y en a il y en a qui se séparent Ok. et tout. Nous, on a décidé de faire une pause, tout simplement, d'être nous-mêmes à la maison. C'est vraiment nous, en tant que personne. On ne va pas faire semblant de dire « Ah ouais, non, mais tout va bien. Ah non, tu m'appelles, tu me dis un truc. Mon gars, j'ai pas le temps. Là, je suis vraiment désolé, mais il faut que je m'occupe de… » Je vais appuyer sur un point, après on passera à Osman. Est-ce que tu trouves qu'entre avant et après ta fille, il y a un rôle d'homme qui a changé en toi? Est-ce que tu sens que tu es un autre homme ou alors tu es toujours le même gars? Tu sens que ta masculinité n'a pas changé, tu es toujours un homme et Je sais pas. C'est difficile à dire parce que en vrai, tu te découvres aussi, hein. Il y a des choses que tu ne savais pas forcément de toi-même, surtout le côté mental de la chose, parce que tu vis des choses que tu n'avais jamais expérimentées auparavant. Ok. Et tu te découvres, tu te dis, ah ouais, quand même, mentalement, j'y arrive quand même à gérer certaines situations. Je ne vais pas rentrer dans les détails des situations qui sont arrivées, mais tu te dis, oui, tu arrives à gérer cette situation-là. Après, je voulais quand même ajouter le fait que ma fiancée, quand même, elle est assez particulière et elle a beaucoup aidé dans tout ça parce que sans elle aussi, je pense on allait être un peu perdu dans tout ça. Donc voilà, donc, le rôle de la femme quand même aussi très très important. Je pense qu'on en a beaucoup parlé. Ouais. Heureusement qu'elles sont là. On passe à mon gars sur de l'Afro Nation, mon collègue de toutes les discussions passionnantes qu'on a eues. On peut avoir des discussions passionnantes dans l'Afro Nation, c'est pas que. Ma question, elle va toucher un peu au personnel. Si tu devais dire, avec ton vécu personnel, ce que montrer ou cacher ses émotions signifie pour toi dans les dernières années, qu'est-ce que tu dirais par exemple? Alors, je peux déjà merci beaucoup pour l'invitation et c'est vrai que c'est un sujet qu'on a eu à évoquer dans, dans différentes rencontres, que ce soit Afro Nation ou autre d'ailleurs. Et alors, j'ai envie de dire un peu que dans ma vie en tant que tel, dans ma vie d'homme en tant que tel, je navigue. Je navigue entre cacher mes émotions par moments parce que ça fait partie de ma construction également. Parce que pour bien comprendre, moi j'ai immigré, je suis arrivé ici en 2010, donc après mon bac, mais je suis né et j'ai grandi au Sénégal. Okay. Ce qui fait que on est modelé d'une certaine façon et donc forcément la vulnérabilité est quelque chose chez nous qu'on cherche à éviter ou à masquer d'une certaine façon. Donc c'est un peu porter des masques en fait en réalité et au quotidien. Donc c'est assumé au Sénégal et je me demande peut-être par extension en Côte d'Ivoire, on nous pousse à cacher notre masculinité et donc à cacher nos émotions. Ouais. Alors, cacher sa masculinité, il faudrait déjà qu'on réussisse à définir ce qu'est la masculinité, je pense. Ouais. Dans un premier temps, parce que... la masculinité là, comme ça, s'il y avait... Ah, difficile à dire. En fait, pour moi, elle est forgée à travers différents facteurs, on va dire, et que donc pour les facteurs que moi j'ai identifiés en étant venant du Sénégal, c'est qu'elle est basée, cette masculinité-là est définie à travers la force, à travers l'autorité et à travers la responsabilité. C'est l'armée au Sénégal. C'est vraiment des adjectifs qui sont liés à l'armée, la force, l'autorité et la responsabilité familiale. Ok. Donc, qui font que, en fait, tu es amené
en fait, la construction est faite de sorte à ce que tu sois amené à être cet homme, justement, fort, cet homme autoritaire et cet homme qui gère un peu toute la famille. En gros. Tu partages, Moncia? Je partage une partie de ce qu'il dit, mais c'est pas que je suis pas d'accord, mais du coup, j'aimerais rajouter autre chose. Ok. Moi, du coup, je vais ajouter aussi l'aspect émotionnel. Je pense que c'est important dans la masculinité d'un homme d'avoir, entre guillemets, les capacités d'exprimer ce qu'il faut quand il faut et pas toujours se refouler. Parce qu'on associe la masculinité à la force, l'aplomb. Alors, en fait, c'est. Moi, j'ai compris c'est un peu. que Ousmane a décrit. C'est ce qui paraît. Oui, c'est le Donc, du coup, il y a beaucoup de paraître chez nous. Donc, du coup, en fonction de l'image qu'on renvoie est importante, quitte à cacher certaines choses. Ce qui fait que là, on arrive au point où on arrive à se poser des questions, on arrive à s'interroger exactement où on se trouve émotionnellement parlant. Cependant, tout le monde n'a pas forcément ce pouvoir-là. À mon avis, indépendamment du fait que, en fait, il faut réussir à passer certains paliers. Je pense, à mon avis, pour pouvoir être en mesure de se poser et avoir un certain recul sur nos différentes réactions également. Peut-être rajouter aussi le fait qu'en fait, de base, on se pose même pas la question de savoir ce que c'est que la masculinité, tu vois, genre chez nous. C'est un problème. C'est un gros problème, je trouve. Ok. Et je pense que je me suis rendu compte de ça parce que j'ai quand même bougé un tout petit peu, je suis pas resté dans le même endroit, donc j'ai pu voir un peu d'autres cultures, comment est-ce que les gens y fonctionnaient et tout. Mais tu es né en Côte d'Ivoire comme Ousmane, moi je suis né là-bas et à aucun moment on te fait penser t'es né, t'es un garçon. Il n'y a pas de réflexion en fait à qu'est-ce que c'est en fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend de toi. Mais est-ce que c'est pas implicite, Ousmane vient de décrire justement l'implicite de ce que c'est être un garçon, c'est que tu dois être fort, tu vois. Ben oui, puisque c'est de cette manière-là qu'on t'éduque. Ouais, donc il y a une définition peut-être non dite à ce que c'est être un homme. Exactement. En fait, c'est pas Après, on peut remettre en question de la définition en elle-même. Est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on la définit bien en Afrique ou du coup au Sénégal et en Côte d'Ivoire pour être plus précis, pour pas mettre l'Afrique dans tout un panier. Après, c'est sûr, après ça reste lié à nos différentes expériences. C'est sûrement qu'il y a d'autres perspectives ou d'autres points de vue. Mais enfin, ce que je dis n'engage que moi. Que ce soit clair, tout ce qui est dit ici n'engage que tous les invités. Ce que je dis sur d'accord, mais pour moi, implicitement, en fait, c'est le message qui nous est transmis. Donc après, maintenant, on a un travail à faire sur nous-mêmes, forcément. Et arriver à certains stades, à certains moments de nos vies, on est contraint de se regarder et de se poser les bonnes questions. Et c'est là où rentre en jeu maintenant toute cette réflexion de alors, est-ce que je sais exprimer ce que je ressens? Est-ce que je comprends déjà ce que je ressens? Est-ce que ce que je prends pour automatisme dans mes réactions, est-ce vraiment des automatismes? Est-ce que c'est pas lié à une construction? Donc, encore une fois, le sujet. Là, on va revenir sur la question de la construction. D'ailleurs, avant ça, je pense que tu es la seule qui est née ici en France. Non, je suis née à Madagascar. J'apprends. Très surpris. Je suis née à Madagascar. En live. Je pensais être son ami. Je ne suis pas un bon ami. Non, mais on va dire que tu as passé plus de temps ici qu'à Mada. Ce que tu entends des garçons, est-ce que tu l'as vu chez les garçons avec qui tu as grandi ou que tu as évolué? Eux, est-ce qu'ils avaient une forme de... Ils montraient facilement leurs émotions, tout ce qu'on ne dit pas de faire, par exemple, au Sénégal, et je partage au Cameroun également. Est-ce que toi, tu l'as vu chez les jeunes garçons d'ici? Ou alors, c'est pareil, que tu sois à Pékin ou alors à Paris, on dit aux garçons, vous avez besoin d'être forts et vaillants et aller à l'armée. Ouais, moi, je vais répondre d'une expérience vraiment très personnelle. Moi, j'ai deux frères, un petit frère et un grand frère. Je suis la seule fille de la fratrie. Et j'ai vraiment vu une différence dans la manière de comment on nous a éduqués, on va dire.
depuis le plus jeune âge. Fais gaffe, tes parents vont regarder. Hein. Et bien, ceci, ils le savent. On a déjà eu ce débat à plusieurs reprises. Donc, on a déjà eu ce débat. Mais par exemple, mon petit frère, je l'ai vu et tout. Et ma mère, ça a toujours été. Enfin, mon père, c'était toujours des phrases du type t'es un garçon, tu pleures pas, voilà, t'es fort, tu te laisses pas faire, ce genre de choses. Alors que moi, on m'autorisait à pleurer, il me réconfortait, voilà, il me prenait dans ses bras, il me disait ça va aller. Tu vois, et c'est vraiment ce double discours. C'est double discours et que j'ai vraiment vu. Et en grandissant, je me suis dit, mais pourquoi vous nous avez éduqués comme ça? En fait, là, on sent le résultat. Aujourd'hui, mon frère, il a 18 ans. Et je sens vraiment dans son caractère que ça a joué pleinement dans sa construction de jeune homme aujourd'hui. Il est assez... au niveau des émotions, il est assez fermé. Il a du mal à exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il pense et tout. Contrairement à moi, qui est beaucoup plus expressive. Donc... Donc voilà, c'est ma réponse. Enfin, je pense que de cette expérience-là, en tout cas très personnelle, très proche. Le discours, il est un peu... Ouais, il est complètement différent. C'est deux manières d'éduquer en vrai. Même, un dernier exemple, les sorties. Moi, plus jeune, par exemple, à âge égal, à 15 ans, ma mère me laissait pas sortir le soir après 21h. À 21h, je devais être à la maison. Mon petit frère, à 15 ans, des fois à minuit, il n'était pas encore rentré, tu vois. Et elle disait non, mais c'est parce que c'est un garçon. Toi, voilà, t'es une fille, c'est dangereux dehors. Tu marques un point. J'avais une question que j'ai envie de poser très vite à Dani sur ce qu'elle vient de dire. Vas-y. Ta petite fille. Ouais, bah écoute, ma fille. Tiki Taka, comment ça va se passer? 15 ans, est-ce que 21h tu paniques? Ou alors, tu as déjà appelé Abidjan pour dire la petite? À 15 ans, 21h, après, ça dépend aussi. Je pense qu'il y a une histoire de génération. Hein. C'est pas exactement la même chose pour nous. Avant, enfin, moi je suis de 93 déjà. Je sais, mais voilà, quand même, je suis. Voilà. Si je prends l'exemple de mes sœurs, par exemple, mon père, mes sœurs, ça bouge pas. On sort pas de la maison. Hein. On part à l'école, on revient. Après, on fait une sortie le samedi à 18h. Allez, hop, tout le monde est à la maison. C'était pas la même chose. Bon, aujourd'hui, j'ai pas forcément envie d'avoir exactement la même éducation qui a été transmise par mon père. J'ai pas envie de refaire la même chose. Donc, côté éducation, on verra. Mais je pourrais pas te dire, oui, aujourd'hui, c'est encore plus dangereux pour une fille d'être dehors à certaines heures. Quand tu regardes tout ce qui se passe avec la jeunesse aujourd'hui, surtout en France, c'est compliqué pour un parent de dire... Non, les parents de Monsi avaient raison. Ils avaient raison, mais moi je dis qu'ils avaient raison. Honnêtement, ils avaient raison. Après, ça a créé d'autres choses, hein, comme elle a dit. Donc, son frère qui a du mal à exprimer les émotions. Et je pense que on a tous ce petit côté. On a tous ce petit. C'est dur. L'exercice n'est pas simple. Malheureusement, on a tous ce petit côté. L'exercice n'est pas simple. Il y a vraiment eu un bon côté de la chose, hein, honnêtement. Je pense que tous ceux qui ont eu cette éducation-là, avec des parents vraiment responsables, sont sortis vraiment matures. Aujourd'hui, on voit des hommes, on te voit toi, on voit Ousmane, c'est des hommes, tu vois. Même si, oui, le côté émotionnel, j'en sais rien pour vous. C'est un peu difficile de souvent sortir des choses, de dire les choses comme elles sont. Il y a quand même un très bon côté de cette éducation-là aussi. Mais vu que Ousmane est un homme, on va lui poser une question que j'ai bien envie de savoir. C'est quand la dernière fois, je commence par toi, mais on va tous passer, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré et pourquoi? Ça peut être pour la CAN en 2019, hein, mais bon. Pour la CAN en 2019, j'ai pleuré. Première Coupe d'Afrique du Sénégal, bien sûr que j'ai pleuré. Mais. Jamais pleuré avec le foot, non? Si, il m'est déjà arrivé. La dernière fois, c'était à chaudes larmes. Je sais pas, tu peux couler l'âme, mais bonhomme. Non, c'était une fois, c'était en 2020 quand j'ai quitté le Sénégal, j'étais resté bloqué 6 mois au Sénégal pendant le premier confinement du Covid, de la Covid, pardon. Et en quittant le Sénégal, étant resté 6 mois, j'avais repris toutes mes habitudes, toutes mes routines. Donc, il y a un confort de vie là-bas qui fait que
Et parce Ouais. que aussi, je suis issu d'une famille, enfin, je suis un peu privilégié là-bas aussi. Et c'est bien d'en avoir conscience. Et ce qui fait que j'avais pris toutes mes habitudes, donc j'avais un certain confort de vie et retrouvant toute ma famille que j'avais pas vue Ouais. pendant 4 ans. Écoute, ça fait du Oh ouais, non, les larmes ont coulé à ce moment-là. Ok. C'était plus Donc fort. c'est vraiment les larmes de je quitte. Ouais, ouais, c'est pour dur, quoi. retrouver le froid. Pour Ouais. retrouver- bah, en fait, c'est surtout, je sais ce qui m'attend, mon quotidien de tous les jours, quoi. Et donc pendant 6 mois, j'avais eu une belle parenthèse, quoi. Donc, Ouais, j'avoue. Et on va pousser. Moi, je veux vraiment savoir. Est-ce que tu es allé pleurer en cachette ou tu as pleuré devant les gens? j'ai pleuré devant ma mère. Ok. Les gens de ma famille m'ont déjà vu pleurer. Ok. Après, Et ça ils va. ont trouvé ça. Bah après, j'ai cette particularité où je suis quelqu'un d'assez, on va dire, émotif, dans le sens où passionné, et ce que je ressens se voit et je le vis. Et je pense qu'ils ont surtout pris l'habitude. Et ça fait partie de ma personnalité. Et me voir pleurer à ce moment-là, en tout cas, c'était quelque chose qui les choquait pas. Ok. Hmm. Mon gars sûr. Ouais. À la naissance de la petite. Non, à la naissance, j'étais paniqué en vrai. Mais c'était un autre sentiment. Mais ouais, mais c'était à la même période, c'est l'année dernière. Ok. Mais ça, c'est quelque chose en rapport avec ma fille. Hein. Comme j'ai dit, hein, je ne veux pas trop rentrer dans le détail ici, mais l'accouchement et tout ça, c'était assez difficile. Elle est née avec un tout petit poids, ma fille. Ok. Et après, il y a eu pas mal de difficultés. On a dû retourner le jour. On est resté 2 semaines du coup en néonatologie. Le soir où on nous libérait en gros. Déjà, quand tu accouches normalement, c'est 3 jours, après tu rentres chez toi, bébé va bien, tout le monde est content. Après, c'est la souffrance, quoi, mais tout le monde est content. Et nous, c'était pas du tout comme ça. Donc, déjà, c'était qu'est-ce qui se passe? Et après, on est rentré et le même soir, on a dû retourner parce que la petite, compliqué. Mais en tout cas, voilà. C'est à ce moment-là que. C'est à ce moment-là, il y a eu des complications et on a dû retourner d'urgence en néonatologie et ils ont dû la garder encore cette nuit-là. Et voilà, moi j'étais à bout. Tout simplement. À ce moment-là, j'étais vraiment à bout. Pareil pour ma fiancée, on était tous les deux pas très bien et voilà, c'est arrivé. Donc, Et en parlant, je pensais à un livre que je lisais qui s'appelle L'inventaire des rêves, qui raconte l'accouchement d'une femme. Et il y avait sa mère à côté. Et sa mère, il vient du Nigeria. La narratrice, elle est nigériane, pardon. Et dans le livre, elle expliquait que sa mère lui interdisait de pleurer, même quand le médecin lui demandait d'exprimer ses émotions. Est-ce que pour toi, est-ce que tu avais tes parents à côté de toi ou pas? Et est-ce que tu as pu exprimer tes émotions, que ce soit bien sûr les émotions joyeuses parce que tu as vu ta fille, que la tristesse quand tu as ressenti, quand tu as traversé cet épisode-là? Non, honnêtement, même quand le médecin il est venu nous voir, le soir même on est retourné, elle est venue nous voir et qu'elle nous expliquait un peu ce qui se passait. Devant elle, hein, devant le médecin, on n'a pas tout de suite, hein, ça part. Tu entends des choses, tu te dis, écoute, qu'est-ce qui se passe? Donc à ce moment-là, il n'y a rien à cacher pour moi. Aucune retenue. Aucune retenue, je pars en pleurs. Même à ce moment, quand je dis rien à cacher quand même, c'est pas des cris et tout. Voilà. Il n'y a personne qui est mort. Il n'y a personne qui est mort, mais quand même, tu vois, t'as des... Et d'ailleurs, en parlant de tout ça, même à ce moment-là, tu vois, tu essaies de reconforter l'autre. Bien sûr. Parce qu'une fois de plus, tu te dis, en fait, c'est toi l'homme. Et tu dois jouer ce rôle-là. Donc, au lieu d'être plutôt dans les bras, c'est plutôt toi qui embrasse. Donc. Ok. Et la mousse, c'était quand la dernière fois? Et c'était où? Comment ça s'est passé? J'ai pleuré à très chaudes larmes, ouais. À très chaud? Parce que je pleure souvent, moi. Tout doucement. Moi, ouais. Ouais, mais la dernière fois que j'ai vraiment beaucoup pleuré, c'était le jour de ma rupture.
il y a un peu plus d'un mois maintenant. Ok. Et je vais directement devancer sur tes questions. Mais oui, mes parents sont venus. Ok. Donc j'ai pleuré devant eux, j'ai pleuré dans leurs bras, ma mère et mon père. J'ai même pleuré du coup devant mon ex-compagnon. Ok. Et voilà. En gros, c'est vraiment sans retenue là. Aucune retenue, on y allait, ça hurlait, ça criait. Ici même, dans cet appartement. Aussi bien sur ce canapé que dans la chambre d'à côté. Ok. Voilà. Et là, je suis un peu bouleversé. Je ne suis pas bouleversé, mais je cherche la question qui me Je cherche à rebondir. En fait, ce que je suis en train de me dire, c'est que j'ai l'impression que tous là, on est genre, c'est normal qu'elle pleure, etc. Et j'ai envie de trouver une question pour demander si c'est finalement normal. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, je ne sais pas vous, les gars. Me dire quand elle a expliqué sa situation, j'ai l'impression de dire, OK, elle est en train de pleurer, tout est normal, tout va bien. Bah, en fait, etc. si tu veux, les idées préconçues font que la dernière fois qu'elle a pleuré, soit récemment ou Ouais. quoi, C'est moins. ça nous choque pas. Ça moins Enfin, ça nous- Ce que tu mais peux parce que peut-être c'est pareil. demander, c'est si elle pardonne son ex, à ce moment-là, comment Est-ce qu'il a chialé sa mère? Il a pleuré, OK. mais en retenue. OK. Pas comme moi. Bon J'ai homme. vu les larmes couler, je l'ai vu se cacher un petit peu. Bonhomme, tu vois, rien que bonhomme, tu vois, rien que le fait de le dire, tu vois, il y a encore cette idée-là, tu vois, justement. Et c'est vraiment ancré, tu vois. cette idée de la on se masculine. rend même pas compte, tu vois, tu le fais. Ouais. Mais en compliqué, mode, non, tu dois tenir le choc. Quand est-ce que vous avez dit, est-ce que vous vous avez dit un jour, OK, c'est ça être un homme? Est-ce qu'il y a une situation qui vous a fait déclencher ça? Est-ce que vous avez dit, OK, dans cette situation, je sens que je suis un homme ou alors je sens que je suis l'homme qu'on attend de moi? Qu'on attend que je sois. Merci. Non. Je sais pas. Mais moi, je peux. Mais moi, j'avoue que, genre, jusqu'à présent, des fois, tu te sens pas forcément hyper légitime. Même, enfin, moi, par exemple, je suis père. Et je pense qu'il y a une fois, tu m'as dit, je sais pas c'est qui, je pense que c'est Edouard ou qui m'avait dit non, je crois pas que, enfin, je suis pas trop sûr que toi t'es papa. Quand t'es papa, j'ai besoin de le voir, quoi. J'ai besoin de le voir, j'ai besoin de te voir avec ta fille, tu vois. Et des fois, ça me revient comme ça et je me dis, même quand je vois d'autres pères dans la rue et tout, avec les enfants, je sais pas, j'ai un sentiment assez bizarre quand même de ne pas forcément me sentir hyper légitime d'être, voilà quoi, d'avoir une famille que je gère et que voilà, je suis papa, j'ai une fiancée. Il te faudrait quoi pour avoir cette légitimité-là? Est-ce que tu penses que ça passe par ta masculinité ou alors c'est complètement autre chose? Ça, c'est complètement c'est autre chose. Je pense pas que ça passe forcément par la difficulté. Je pense que c'est plus un truc avec moi-même, un sentiment que j'ai à chaque fois que je réussis à s'aligner ou je suis pas first. Après, en tant que papa ou responsable de la famille. Dans ce cas-là, oui, Tu as pris ce rôle-là. tu le sens, tu vois. On n'a pas parlé du côté financier, mais un homme, c'est vraiment ça, en fait. Le côté, vraiment, c'est lui qui doit pouvoir pour toute la famille, c'est lui qui protège, il prend les décisions. Quand tu demandes à une femme, moi je veux un homme qui, tu vois, qui décide, Capable. qui décide de tout. Et à ce niveau-là, des fois, tu te sens quand même, voilà, tu sais que tu es responsable quand tu arrives. À la maison, par exemple, ma fiancée me dit, ah ouais, il y a telle chose qui s'est passée, tant. Et au final, tu dis, bon, allez, on fait comme ça. Ok, tu vois, et on y va. À ce moment-là, tu te dis, bon, allez, moi j'arrive, boum, je mets mon OK et je passe. Donc, tu te sens bien aussi. Parce que, imagine, tu n'as pas de femme ta femme, elle n'est pas comme ça. Elle est dans son coin, elle prend ses décisions. Elle s'en fout de toi. Toi, tu arrives, tu es un homme dans le foyer, bah. Tu te sens émasculé? Ah non, on te met à côté, mon gars. Là, tu es mis de côté, là. Du coup, je pense que ça passe aussi. Est-ce que toi, tu as besoin de ça? De te dire que tu as ta place pour pas te sentir mis de côté? J'ai utilisé le terme émasculé, c'est peut-être trop fort. Est-ce que tu as besoin de ça? C'est une question légitime, mais moi, je sais qu'il y a des gars qui ont besoin de ça. Et je pense que d'ailleurs,
Je sais, hein, je sais qu'en Afrique, oui, je m'apprête à le dire, mais je sais qu'en Afrique, c'est ça, hein. Il y en a qui ont vraiment besoin de ça. Il faut que les gens viennent devant Qu'on eux, sache que c'est lui. voilà, c'est lui. Le lion. Je sais pas le lion, mais. Ou Je sais pas l'éléphant. le lion, Ou l'éléphant. mais en tout cas, c'est lui qui est là, qui prend la décision et tout. Mais moi, je pense pas, non, je pense pas. Je pense que naturellement, tu le fais. En tout cas, en tant que personne, en tant que personne responsable. Ok. Tu arrives et tu fais ce que tu as à faire. Ok. Après, si je sais pas, bon, les gens en face de toi ne reconnaissent pas, ne reconnaissent pas ce que tu fais ou quoi, bon, ça c'est autre chose. Mais toi, personnellement, tu sais que tu arrives, tu prends la décision, tu gères quoi. Donc, moi, c'est le plus important pour moi. Tant que je sais que je gère de mon côté Ok. et qu'il n'y a pas trop de conflits, parce que le conflit, ben, il y en aura, tu sais que tout va bien quoi. Pousse, j'ai une question pour toi. Est-ce que on t'a déjà dit, que ce soit en France, même si j'ai un peu de doute, que ce soit en France ou au Sénégal, que un homme, ça fait pas ci, un homme, c'est pas comme si. Pour te préciser, je te donne un petit exemple. Comme j'étais au Gabon, je sais que j'ai discuté avec une collègue et on discutait et on parlait beaucoup. Moi, je parle beaucoup, surtout quand le sujet m'intéresse. Et elle m'a dit, bah, non, mais il parle pas beaucoup comme ça. Est-ce que ton père parle comme toi? Et j'étais vraiment choqué d'entendre ça de sa bouche. Est-ce que toi, tu as déjà eu une situation comme ça où on t'a dit un homme ne devrait pas être comme ça, il devrait plutôt être comme ça? Plein. Je suis vraiment choqué. Moi aussi. T'as vu? On est pas. Pour moi, sur ce plateau, tu as le stéréotype de ce qui peut être la masculinité. Et Ah non, mais plein. Déjà, si on parle un peu sur mon expérience dans ma vie sentimentale que j'ai pu avoir, ouais, à plusieurs reprises, un homme ne doit pas être sur les détails, parce que c'est vrai que je suis assez pointilleux sur certains trucs et que je suis assez observateur. Et je pousse justement à la communication, et donc c'est vrai que... pour un Sénégalais, non, ici on navigue sur les stéréotypes. Hein, Ouais, mais justement, tu ne dois pas être trop sur les détails, ou parce que j'ai une skincare routine et que je prends soin de moi un peu. Ouais, mais t'as trop de produits pour un homme. Et Ah ouais, ça par contre. il y en a mais plein, mais énormément. Énormément. Et qu'est-ce que tu réponds généralement à ça? Bah en fait, le truc c'est que... Sur les détails, moi je trouve que les détails c'est hyper important. Les ingénieurs, il faut aller aux détails, sinon les avions ça vole En pas, plus. les bâtiments ça tombe, donc les ponts ça s'écroule. Bah oui, après, en plus de la déformation professionnelle qu'on a à travers le métier qu'on fait, bah, on est obligé d'être passé dans le détail. Mais en fait, et c'est... Alors, la réponse que je pourrais avoir, elle va dans... enfin, il y en a deux. Ok. Tu as la première réponse, celle que je ne vais pas dire, mais celle qui d'instinct... On peut l'imaginer. mais celle qui d'instinct arrive. Le mec, il est contrarié. Un peu, et ça... T'inquiète, je Et pense qu'on justement, quand réagit ça tous arrive, pareil. c'est parce que potentiellement, ben, en fait, tu te poses des questions sur ce qu'est la masculinité et du coup, t'es pas forcément serein avec la personne que tu es dans cette définition-là même. Donc, une définition qui peut potentiellement paraître loin. Donc, quand on me dit qu'un homme ne doit pas autant prendre soin de lui, alors que je ne le suis pas. Donc avec le recul et avec l'âge et l'expérience que j'ai aujourd'hui, c'est un commentaire qui ne remet pas en question. Moi, je me sens pas moins homme, en fait. Ce qui aurait pu être le cas quelques années auparavant. Ok. Et donc, Le temps a vraiment donc le temps, forcément, est aussi, un facteur X. et aussi la réflexion, et aussi la thérapie, et la psychothérapie. Ok. Et qui sont des sujets qui sont complètement tabous chez nous. Très tabou. Donc, Soit on est fou. ouais, en fait, c'est ça. Soit on est ouais, fou, tu soit fais je suis ça. pas assez à fond dans ma religion, ou soit, en fait, ou juste. Après, ça reste un privilège pour moi. Enfin, pour des gens comme nous, en tout cas. De pouvoir avoir le temps de se poser certaines questions. Ça veut dire qu'au préalable, pour moi, il y a beaucoup de besoins qui sont déjà accomplis. Tu as de quoi manger, tu as de quoi
tu as un toit où dormir. La première case, la pyramide. Exactement, voilà, exactement. Donc du coup, Bétonné. et c'est parce que ça te permet. Et je dis ça pour qu'on ne soit pas non plus trop dur envers nos parents et on voit les générations d'avant. Il y a forcément des choses à dire, hein. Des choses qui ont été bien faites, des choses qui ont été mal faites, mais ils ont fait, je pense qu'ils ont pu, avec les outils qu'ils avaient à cette époque. Donc aujourd'hui, c'est à nous d'aller chercher de nouveaux outils, parce qu'on est amené à être papa, on est amené à être mari ou femme de quelqu'un, frère et sœur. Donc du coup, dans toutes ces différentes relations-là, pouvoir comprendre et pouvoir lire entre les lignes également et avoir cette capacité de se placer de l'autre côté de ton interlocuteur pour pouvoir aussi comprendre ce qu'il peut ressentir ou au moins communiquer, quoi. J'aurais une question pour toi, mais je termine. C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on dit à ceux qui en veulent à leurs parents, à leurs oncles, pour le traitement entre guillemets qu'ils ont subi? Moi, je sais pour la petite aparté, j'ai l'impression que mon père il ne montre jamais de vulnérabilité. Et donc, je sais que au fond de moi, je suis un peu contrarié par rapport à ça. Ça m'a pris énormément de temps pour lui dire d'une manière différente, mais je ressens toujours ce besoin de lui dire, qu'est-ce que tu me dis, moi, qui ressens ce besoin de dire quand même que tu peux montrer de la vulnérabilité, tu peux me dire de belles choses, on peut discuter, tu peux me considérer autrement comme un enfant, cervelle, etc. Et que ça ne fait pas de toi un mauvais père ou un sous-homme. Qu'est-ce que tu leur dis à des gars qui pensent comme moi? Je pense qu'il y a un premier travail qui est d'établir une communication saine et peut-être essayer de discuter avec eux pour déjà comprendre dans quel contexte ils ont grandi, dans quel contexte ils ont évolué. Parce que je pense que si ces personnes-là, aujourd'hui, ça reste des humains. Et je pense qu'ils ressentent beaucoup de choses, il y a beaucoup d'émotions qui peuvent ressentir ou traverser. Et qu'ils n'ont juste pas les outils nécessaires. Ils ne peuvent pas exprimer leurs émotions, en fait. Mais dans le contexte dans lequel ils ont grandi, où il fallait survivre. Peu importe ce que tu ressens, peu importe, va bosser, ramène de l'argent. C'était le contexte dans lequel ils ont dû grandir. Et donc, du coup, ils ont été obligés de s'effacer eux-mêmes, en fait. Et ce qui fait aujourd'hui qu'on a des parents aujourd'hui qui, une fois à la retraite, ils ne savent pas faire autre chose que travailler, en fait. Parce qu'en fait, il fallait survivre. Donc, l'objectif, c'était de survivre. Donc, aujourd'hui, on n'est pas dans cette optique-là où il faut qu'on survive, mais justement parce qu'on a pas mal de besoins qui sont déjà actés, qu'on a, nous, d'acter. Et ce qu'il faudrait peut-être, nous, qu'on comprenne aussi, c'est que ce qui est acquis pour nous, ne l'était pas pour eux. Et, donc, et que c'est là où je dis aussi, il faudrait réussir à être un peu plus tolérant avec eux, dans le sens où ils ont vécu ce qu'ils ont vécu. Et je pense que si aujourd'hui ils étaient à notre place et nous dans la leur, déjà nous on aurait beaucoup souffert, hein, parce qu'on on a beaucoup moins de carapace aujourd'hui que eux ils pouvaient avoir à l'époque. Sachant que c'était dur dans un contexte qui était compliqué, donc période après-coloniale, donc tu essaies de t'en sortir et au final, pour certains, tu n'as que les études pour t'en sortir, pour d'autres, c'est le sport, pour d'autres, c'est la culture, pour d'autres. Mais tu t'y donnes à fond, ça fait de toi une machine de guerre dans ce que tu fais. Mais émotionnellement, tu n'as rien comme outil, en fait, pour pouvoir t'exprimer. Donc, ce papa envers qui tu vas te poser et lui poser certaines questions de par ce que tu ressens, je pense qu'il comprend ce que tu veux dire, mais que de l'autre côté, il est juste incapable de le faire. Il n'a pas les outils pour... Il ne sait pas faire. Tu vas demander à nos parents d'expliquer les moments où ils étaient vulnérables, alors qu'on leur a toujours appris de cacher toute vulnérabilité. À quel moment il va être capable de te dire, ok, j'ai été vulnérable, à tel moment. Il ne peut pas, parce qu'il n'a pas les outils. Nous, aujourd'hui, à travers tous les outils qu'on a, que ce soit Internet, les réseaux sociaux ou peu importe, on a le moyen de se renseigner sur tel et tel sujet, ou même si on n'est pas attiré par ça, parce que tu l'as vu sur une story d'un tel, tu as été curieux pour regarder, tu as vu un discours qui t'a fait poser des questions. Exactement. Alors qu'à la base, eux, il y avait déjà, cet accès à l'information était déjà beaucoup plus complexe.
Moncia, Oui. on revient sur un sujet un peu plus soft. Dany, il a commencé à en parler tout à l'heure de ce que les femmes attendent souvent des hommes, Mhm. du rôle en tout cas. Voilà, moi je sais que j'ai l'impression que entre avant mes 30 ans et là je suis dans ma trentaine, les femmes sont différentes. Mhm. Effectivement, j'avais la sensation, et c'est une question aussi que je vais poser les gars, c'est qu'avant, j'étais le nice guy, et donc les filles n'aiment pas, c'est les garçons gentils, etc., qui peuvent être sensibles, etc. Mhm. C'est pas toxique. Je pense que j'étais nice guy, c'est ma réflexion. Et donc, toi, en tant que femme, est-ce que déjà quelles attentes tu as vis-à-vis d'un garçon? Mhm. Est-ce que ces attentes-là ont changé, Oui. comme ce que j'ai vu aujourd'hui? À toi la Ouais. parole, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Moi, je pense que j'ai une idée très arrêtée de ce que j'attends d'un homme. Ok. Et ma réponse, elle va peut-être à mettre en parallèle avec autre chose, parce que je suis un peu plus jeune que vous déjà. Ouais. Et je pense que ça joue aussi. Ok. Donc voilà. Moi, ce que j'attends d'un homme dans une relation sérieuse, posée, responsable, On parle que de cette relation. Je ne vois pas d'autres relations. Non, bien sûr, parce que finalement, j'ai eu que ça, donc je pourrais te répondre que sur ce prisme-là, finalement. Ok. Donc, un homme responsable, c'est le premier critère, et ça veut tout. Enfin, ça veut dire tellement de choses. Ben voilà, moi je veux du détail. C'est quoi un homme responsable? Est-ce qu'un gars qui a son 35 heures Un gars chez la responsable. poste, qui a Voilà. le permis, est-ce que c'est... Un gars responsable, pour moi, c'est un gars qui a un travail. Je ne vais pas rentrer dans le détail du travail qu'il fait, mais c'est quelqu'un qui se réveille chaque jour pour aller chercher son argent, Ok. qui a son appartement, qui est capable de subvenir déjà à ses propres besoins, à lui tout seul déjà, Ok. dans un premier temps. Qui prend soin de lui, qui est propre sur lui finalement. On n'a pas besoin de Fais quelqu'un- attention aux détails. Voilà. On n'a pas besoin d'un gars qui a la dernière voiture, la dernière Tesla, la dernière je ne sais quoi. Mais un gars, j'appelle ça normal. Mais Je suis désolé de faire l'avocat du diable. oui, dis-moi. Est-ce que c'est pas un faux miroir de la société? Je ne sais pas, encore une fois. Moi, j'ai toujours eu l'impression que les filles attendaient beaucoup plus qu'on ne pouvait offrir, alors qu'on était... Non, c'est vrai, mais la majorité, limite, et t'entendais peut-être sur les choses, et pas que sur les biens matériels. Je pense que ça, à partir du moment où tu es un peu constitué, tu peux les avoir. Mais je crois qu'il y a une position d'homme qu'on doit avoir. Oui. Je ne sais pas. Pour moi, un homme, Un homme, une personne qui décide tout le temps, qui... ça c'est important. Quelqu'un Ok. qui soit décisionnaire. Ok. Dans le foyer, comme il disait en tant que père, bah moi aujourd'hui j'ai pas d'enfant, j'ai pas eu cette expérience dans ma propre vie d'adulte, mais un homme qui sache prendre des décisions tout en prenant en compte l'opinion et l'avis de sa partenaire, c'est super important. Ok. Si t'es juste un gars qui est en train de prôner le masculinisme ou je ne sais quoi à tout bout de champ, Ok. ça c'est un truc pour moi aujourd'hui qui est trop possible en fait. D'accord. J'ai besoin de quelqu'un qui soit ok décisionnaire, mais qui sache écouter aussi l'autre. Quelqu'un qui sache prioriser les choses, que ce soit sa famille, le temps qu'il a pour lui, pour sa copine, pour ses amis. Toujours quelqu'un qui est dans l'introspection personnelle et le juste milieu. Je sais que c'est compliqué de trouver le juste milieu tout le temps. Et encore une fois, les gars, moi, je ne sais pas pour vous. Moi, les amis, à part vous, bien évidemment, les gens que j'ai autour de moi, j'ai pas l'impression qu'ils cochent tout ce que tu viens de dire. Après, c'est un idéal. Il y a personne qui est parfait. C'était des gars Bien. go, hein. C'est-à-dire que les gars, c'était des beaux gosses. C'est-à-dire qu'ils sont là dehors, ils pécho, franchement. Après, qui pécho, bon. Est-ce que c'est... Non, enfin, pécho, bien sûr, Oui, on je va pas vois le voir oui. péjorativement, mais Oui. je veux dire, il plaisait. Oui, oui. Alors qu'il répondait pas aux critères que tu viens de dire. Après, En tout cas, plaire pour à la tout le majorité. monde, c'est pas forcément plaire à... Tu vois Ouais, ce que je veux dire? je comprends. Je pense qu'au départ, elle a parlé aussi elle a parlé de l'âge. Hein. Tu vois, c'est pas pareil. Hein. Quand tu as un certain âge, enfin, moi je me dis, quand tu as un certain âge, il y a certaines choses que en tant qu'homme, il y a certaines choses que tu sais faire déjà. Et après, si un couple de personnes qui ont 22 ans se rencontrent, le mec, voilà, il a 22 ans. Tu vas pas attendre de lui qu'il réfléchisse. Ah non, elle a dit ça, oui, il faut que je... Ah non, forcément, lui, il pense à vivre. Et, non, j'ai pas dit, j'ai pris un exemple. Mais juste pour dire que là, au départ, elle a parlé en fait de la différence d'âge. Et je pense que c'est important.
Les gens, ils regardent aussi, même aujourd'hui, c'est un stéréotype hein, dans la société. Ah non, à 30 ans, moi j'ai un enfant, j'ai acheté mon appart, et tant. Enfin, c'est pas des trucs obligatoires. La Ça vie est dure. ça veut Les rien- amis, le dos est dur. c'est pas des trucs obligatoires, ça. Hein? Ça veut absolument rien dire. C'est pas parce que à cet âge-là, t'as pas tout ça que t'es pas un homme. Mais après, pour rejoindre ce qu'il dit, t'as plus ou moins des choses qui sont définies que si tu ne l'as pas à partir d'un certain âge, C'est mauvais. on te regarde. J'ai l'impression, justement, je suis dans une phase dating, pas vraiment en ce moment, et j'ai l'impression que les meufs de 28-30 ans cherchent tous un mec qui a une ouverture émotionnelle. Je vous assure, c'est frappant comment j'ai parlé avec le nombre de meufs qui demandaient ça. Et pour vous dire même... Qu'est-ce que tu veux dire? L'intelligence émotionnelle. Ah oui, c'est. Ça, pour c'est vous dire. aujourd'hui, c'est Pour vous dire, nouveau je terme sais pas si c'est à la qu'on mode. entend partout. Pour vous dire, il y a une meuf sur une app de rencontre qui a mis que c'était un green flag d'avoir fait une thérapie. Ah oui, J'étais je vraiment. suis d'accord. Pourquoi? Je sais pas si c'est le seul moyen de parler de ses émotions. Il y a des personnes qui sont très bien entourées, qui n'ont pas forcément besoin de thérapie et qui sont aidées par les parents, la famille, etc. Et qui peuvent parler de leurs émotions, qui discutent, qui ont un cadre qui leur permet de l'exprimer. Donc, est-ce que c'est pas aussi un truc à la mode où on va lancer des fois avoir la thérapie, il faut que l'homme soit sensible, etc. En même temps, vous demandez à un homme qui prenne des décisions. Je sais pas, vous demandez à un robot et en même temps vous Non. maîtrisez des émotions. Mais en fait, c'est pas incompatible. Enfin, comment dire? C'est pas le fait d'être un robot qui est incompatible avec le fait d'avoir des émotions. Ce qui est totalement possible. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin, mais il y a ces hommes-là. Je pense que je suis là. même parmi là, Oui. ce canapé. Non, Dani, là. Je te dois de l'argent. En fait, on n'attend pas la perfection. On n'attend pas un homme qui soit parfait. On attend un homme qui a vraiment la tête sur les épaules. Ok. Vraiment quelqu'un qui soit conscient de ce qu'il doit faire, conscient des... Comment tu l'as? Elle était sur sa lancée d'arguments. conscient de ce qu'il peut faire ressentir aux personnes qui sont en face de lui. En fait, être responsable, c'est une responsabilité émotionnelle, financière, d'être mature, en fait, une question de maturité, tout simplement. Ok. Et ça englobe tout plein de choses, mais je pense que ça s'acquiert avec le temps. Vraiment, avec les enfants, le fait de devenir père, le fait de se marier. Et je pense qu'en fait, on n'arrête jamais vraiment d'acquérir ce genre de skills. Ok. C'est tout au long de la vie. Et malheureusement, il n'y aura jamais de mec parfait, mais on va trouver le mec qui nous correspond le mieux, quoi. Ouais, c'est bien. Bon, ça, hein. C'est ça. Je pense que c'est une histoire de. Vous partagez. Je pense que c'est une histoire de. Tu trouves quelqu'un qui, à 80%, ressemble à ce que tu cherches, et les 20%, de toute façon, on est des humains, on est complexe. Tu pourras jamais trouver quelqu'un de 100% qui te correspond. Après, la problématique, et ça, c'est plus dans le dating, donc je pense qu'on sort un tout petit peu du sujet, mais juste pour ajouter mon petit grain de sel, je pense que dans cette période de dating-là, ce qui est compliqué à savoir, c'est qu'il faut jauger, donc s'il y a ces 80%-là qui sont là ou pas, mais dans une période où tu fais tout pour te vendre aussi. Donc du coup, il y a des vices cachés qui sont pas trop... et c'est là où ça devient compliqué, parce que du moment que cette période de noces, entre guillemets, retombe et que tu as affaire à la vraie personne, bah, en fait, tu te rends compte que en fait, il y avait des vices cachés que tu n'avais pas vus, mais juste parce que cette personne cherche à te plaire avant tout, en fait. Et, c'est pour ça. et au final, ça reste, et c'est là où ça devient compliqué, où tu entends des discours de en fait, j'ai été surpris par telle ou telle chose, de par son comportement, parce que je ne m'attendais pas à ça, parce qu'il a nourri un idéal que l'homme ou la femme s'est fait, et au final, qui n'est pas, et tu te retrouves avec des femmes aujourd'hui qui sont obligées de se réveiller avant leur gars pour se maquiller, pour faire semblant et aller se recoucher, quoi. C'est juste parce qu'à la base, tu n'as pas posé les bonnes questions avant de rentrer dans ta relation, en gros. Parce que, après, ça vient avec le temps, c'est-à-dire que tu vas date différentes personnes, et à un certain moment, tu sauras ce que tu cherches.
Et une fois que tu tombes sur quelqu'un, bah, tu te lances pas parce que tout de suite, tu es prudent. Donc, du coup, tu as déjà ton expérience et tu attends quelque chose de cette personne-là. Et c'est les questions que tu poses. Un truc tout con, c'est, excusez-moi, c'est juste, est-ce que tu as envie d'avoir des enfants? C'est vraiment tout bête, hein, mais il y en a qui n'ont jamais demandé ça et qui se sont retrouvés après avec quelqu'un qui dit bah non, moi ça fait 2 ans qu'on est ensemble, mais moi j'ai pas envie d'avoir d'enfant après 2 ans et tu te dis ah non, c'est pas grave, écoute, je sais que ça va changer, 3 ans, ça change pas et du coup vous êtes obligé, moi j'ai une connaissance comme ça. Donc ça c'est un truc réel, 3 ans. On te dit non, je vais pas emmener un enfant. Tu pensais que je rigolais, mais non, je rigole pas. Ou tu dates une personne, et pour revenir au sujet justement, cette masculinité-là un peu, où tu dates cette personne. Et, ouais, je pense qu'il faut revenir. On revient. Je pense qu'il faut revenir. Et tu as affaire à... Et tu as un cahier des charges. Ah, et je comprends l'idée. Hein. Et je comprends l'idée, mais c'est chiant. C'est chiant dans le sens où tu arrives pour connaître une nouvelle personne, en fait, et on te demande de cocher certaines cases. C'est pas naturel, ça devient... Il n'y a rien de naturel, ça devient plus naturel parce que du coup, enfin, et ça va dans les deux sens, hein, que pour le gars ou pour la meuf, tu vois. Mais si on s'attarde sur cette question de masculinité-là, sur ce cahier des charges, il y a plein de choses qui sont écrites, comme quoi. Et en fait, il y a tu dois. Okay. Ah ouais, tu dois tout payer. Tu dois, tu dois. Le permis, la voiture, tu dois, et donc du coup, 90. Et après, forcément, dans ce cahier des charges. Il doit faire 1m90 là, on doit la chercher dans toute la France. Non, c'est même pas une go, je te dis, c'est une amie à moi, et c'est pas que cette personne-là, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est devenu un critère. Vraiment, c'est devenu un critère, les meufs. Clairement. Gros, moi je fais 1m70, gros. Ah, les gars, vous savez, je fais 1m70. Donc, moi là, j'ai eu la chance, tu vois. Non, t'as pas eu la chance. Après, c'est compliqué, mais vraiment, on rigole comme ça. Mais c'est vraiment, moi j'ai remarqué que c'est vraiment un critère pour pas mal de. T'as un cahier de charges et aujourd'hui, la personne s'est fait un idéal et tu dois cocher cet idéal. Maintenant, ça dépend si tu as assez de recul. Moi, le truc où je trouve, c'est vraiment je veux un idéal masculin, un homme taillé sur une pierre, et en même temps, je veux qu'il ait de la sensibilité, etc. J'ai l'impression que les femmes, aujourd'hui, demandent un peu une chose et leur contraire. C'est une vision... C'est pas forcément le contraire. Ça peut être peut-être demander un peu trop, si tu veux, de quelqu'un. Ouais, en fait, le truc, c'est que ça... C'est demander un produit fini. Ouais, et pas vouloir, on va dire, faire partie du process. Exactement. Au fait que ce produit au final, elle demande un produit fini. On l'a dit tout à l'heure, on ne cesse de progresser parce que du coup, on se pose des questions. Donc ce produit fini n'est jamais... Quelle recherche? Il n'est jamais fini en fait, parce que tu vas toujours continuer à polir un peu. Donc, aujourd'hui, quand tu te retrouves avec... encore une fois, c'est cahier des charges, donc tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois faire 1m90 ou autre. En fait, flemme, mais moi, dans ma position, je peux permettre de dire flemme parce que j'ai pu avancer d'une certaine façon sur la compréhension de mes émotions et de ce que je pouvais ressentir. Ce qui m'apprend aussi à m'en foutre un peu de certaines choses. Et me dire, en fait, au final, en fait, tu me lances ton cahier de charges, mais en fait, c'est pas un entretien d'embauche. Quoi. Donc, on va se serrer la main, et puis tu vas à gauche et je vais à droite. Voilà, tranquille. Mais pour quelqu'un qui n'a pas forcément ces outils-là et qui axe cet homme-là qui axe sa recherche sur quelque chose de plus physique, il va chercher à rentrer dans ces cases-là. Sauf qu'il n'est pas cette personne-là. Et donc, du coup, c'est là où il y a des désillusions. Il faut travailler sur vous, les gars, et sur ce que vous aimez vous-même, et ce que vous recherchez, ce que vous pouvez donner. Ça demande beaucoup de travail et beaucoup de temps. Et une très grosse introspection. C'est déjà savoir reconnaître là où on se sent faible,
C'est un mot déjà qu'on n'aime pas. On n'est pas faible. Non, tu vois, on n'a pas de faiblesse pourtant. Si on l'a, mais pas juste. On a beaucoup de faiblesses. Parce que juste qu'on est des êtres humains en fait. Et puis on a grandi dans différents endroits qui font que. Et chacun a son expérience. Donc du coup, chacun arrive avec un prisme de la vie et c'est ainsi. Hein. Et ce prisme, il commence, c'est la construction, c'est comment on t'a éduqué, c'est dans quel contexte tu as pu évoluer, est-ce que tu avais de l'espace pour pouvoir exprimer ce que tu ressens ou non. Et en fonction, en fait, tu ne vas réciter que ce que tu as fait. On va revenir, c'est l'une des dernières questions. J'ai réfléchi avant d'écrire cette question. Je l'ai écrit très poliment. J'ai peur. Tu pourras nous donner ton opinion aussi. Okay. C'est que vous, en tant qu'homme, est-ce que vous vous permettez de vocaliser votre plaisir quand vous êtes lié en tant qu'homme déjà? Ah, ça c'est... Ah mon gars, c'est une grosse question quand même. Ah ouais, la prochaine fois, dis-moi, envoie-moi les questions. Envoie-moi les questions avant que je vienne là, parce que là... Non, tu m'as dit beaucoup de choses. Est-ce que je peux me permettre? Tu veux dire non, je me permets, non, je me permets pas. Et tu peux vite répondre. Bon, moi, je vais commencer. Moi, je sais qu'au début, c'était no way. J'avais l'impression que si tu fais ça, il y a un problème. Et donc, finalement... non, en fait... Tu trouves qu'il y a un problème? Non, je te parle de mon expérience. Moi, je trouve que... il y a un truc aussi, c'est que je ne prenais pas... je m'intéressais moins à ce que ressentait ma partenaire. J'ai réalisé qu'en vocalisant moi ce que je ressentais, ma partenaire prenait aussi de plaisir à l'entendre. Et donc, je me lâche de plus en plus et ça ne me dérange pas. Ça me dérange, et je ne me sens pas moins homme quand je sors là. Finalement, c'est top. Tu devrais essayer, mais tu as des bons retours. Tu as des bons retours. Donc, moi, c'était vraiment une question que je me suis dit, est-ce que je suis tout seul dedans? Est-ce que je t'ai dit non, bonhomme, tac, 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 et après, ou alors tu te permets de dire comment je touche à ta sensibilité. Question suivante, c'est ça. Mais non, mais je vais. Non, mais après, c'est que il va répondre. Et alors, et toi, est-ce qu'avec des garçons, comment. Est-ce que tu préfères si un garçon vocalise ou pas? Est-ce que ça te gêne si un garçon vocalise? Parce que ça peut être ça, que ce gars. Ça me gêne pas du tout. Ok. Je pense que c'est plus difficile pour vous, forcément. Mais, on a un exemple ici. Moi, non, franchement, ça me choque pas. Et limite, et comme tu dis, ça renforce même le lien pendant le rapport, tu vois. Ouais. Donc, moi, je suis pour. Ok. Ouais. Ouais, j'avoue que c'est pas... Le truc, c'est que ça a un rapport avec la vulnérabilité. C'est pareil. Et que, donc, tu ne peux te montrer vulnérable auprès de quelqu'un que si et seulement si tu as une certaine confiance. Exactement. C'est avec n'importe qui, c'est clair. Ok. Dans une relation. Donc, je pense que la question d'un point de vue plus général, c'est les hommes pourraient se permettre de s'exprimer si et seulement si ils sont assez en confiance avec la personne avec qui. Parce que c'est une question de vulnérabilité. Mais les femmes le font, j'ai l'impression que les femmes le font plus souvent. C'est-à-dire qu'elles n'attendent pas d'être en confiance. J'ai même envie de dire systématiquement. Bon, il y a des moments où on sait que vous manquez. Je pense que ça peut être... C'est la norme. Ouais, c'est la norme chez elles. Donc, Mais parce qu'encore une fois, on en revient sur cette question de vulnérabilité. donc, Ouais, là, nous, je pense les pas hommes... que c'est une question de vulnérabilité, c'est une question de c'est comme ça qu'on a un peu appris le truc. Ok. Tu vois, c'est comme ça qu'on a vu. Bon, je vais. Non, mais je vais rentrer dans. Par exemple, on a. Je sais pas moi. Laisse-le, lui, il est perdu là depuis qu'on a dit. On lui a demandé s'il vocalise. Avant notre vraie première expérience sexuelle, on a tous peut-être regardé un film pornographique. D'accord? Oui. Voilà. Et donc, je sens que c'est trop calme ici. Je suis avec ta recherche, je t'écoute. Et donc, à partir de ce moment-là, la représentation de ce qu'on voit dans ça, c'est les premières images qu'on a. C'est que ça devient la norme, en fait. C'est ça. Et c'est que par ça qu'on apprend. Au début, on n'en sait rien, tu vois. Et du coup, on se calque sur ça et voilà. Je pense que c'est juste... c'est comme les bébés. Les bébés font ce qu'ils font leurs parents.
Et ben c'est pareil, quand on est ado, grand ado, on regarde ça et on reproche la même chose. Ok. Voilà. C'était technique la question. Ouais, c'était. Non, mais je rejoins Ousmane. Il faut faire confiance pour pouvoir. Ouais, je pense que pour arriver à ce niveau-là, ouais, il faut vraiment être. Vraiment, il devrait avoir une vraie connexion entre toi et ta partenaire. Ah, mais parce que. Et moi, je pense pas que c'est quelque chose qui. Enfin, après, il y en a, il doit y avoir forcément des hommes qui sont. Qui pensent même pas. Pour eux, c'est peut-être même pas une question. Ça arrive comme ça. On vocalise, on avance. Et pour eux, c'est peut-être. Comme ça, on posait un son. Non, mais eux, si ça se trouve, il y en a qui réfléchissent pas du tout. Il n'y a pas fait de. Ouais, est-ce que c'est. Non. Moi, j'arrive, c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Et il y en a peut-être de base, comme elle a dit, basé sur. Calqué sur quelque chose qu'ils ont déjà vu. Ils se disent, bah non. Ah non, moi, c'est pas possible, tu vois. Donc, après, pour moi, le tout, c'est qu'il y ait de la communication entre les deux, déjà, de base. C'est qu'il faudrait qu'il y ait. Il faut de la synchro. Hein. Ouais, la synchro. Et puis, oser en parler aussi. Pourquoi pas. Et voir un peu ce qu'il peut y avoir. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, en tout cas, cet homme qui a cette difficulté à vocaliser, comme tu le dis, je pense que le seul moyen pour qu'il puisse se permettre de le faire, c'est qu'il se sente assez à l'aise avec la personne en face. Parce qu'il ne ressentira pas de jugement vis-à-vis de cette personne-là, tout simplement. En fait. Et on peut même plus le généraliser au final dans nos sociétés. À nous, c'est la peur de renvoyer une mauvaise image qui nous pousse à agir ou à réagir d'une certaine façon. Il n'y a pas que, exactement. Il y a pas que la mauvaise image. Justement parce que l'audimat, tous les gens qui vont regarder un peu, les gens dont on juge, qui regardent notre vie, on accorde déjà une importance à ce qu'ils peuvent penser et qu'il y a surtout une norme qu'il faudrait suivre aveuglément, quitte à ne pas se sentir bien. Ça vient dans un second temps. Je suis d'accord. Les gars, vocalisez. Si c'est que vous kiffez. Ne vous mettez pas des barrières. Ils vocalisent. Il y en a qui pensent même pas, ils arrivent. Ils posent un couplet. Ok, on arrive à la fin de ce podcast. Ça va bientôt faire 1 heure qu'on discute. C'est passionnant. C'est passionnant. Ça va très très vite. Il y a plein de choses à dire. Il y a encore plein de choses. J'ai plein de questions encore, mais on va essayer d'avoir ça en off. N'hésitez pas. Mais pour la conclusion, j'aimerais vous poser 2 questions. Cette fois-ci, c'est la même pour tous. La première, c'est si tu pouvais laisser un conseil à ton toi de 18 ans sur ce que être un homme ou une femme, qu'est-ce que tu lui dirais? Et si bien sûr vos racines, votre culture, votre famille interviennent dans la réponse, n'hésitez pas à nous le partager. Vraiment, il faut que ça vienne d'un conseil de vous à vous, avec votre vécu, votre histoire. Qu'est-ce que vous diriez à votre vous de 18 ans? Moi, ce serait vivre tes expériences à fond. Je vais prendre plusieurs choses. Donc, la première, c'est vivre tes expériences à fond, jusqu'au bout, toujours. La deuxième, ce serait peut-être. En fait, il y en a beaucoup trop, je ne sais pas choisir. Allez-y, les garçons, il faut que je réfléchisse. Je reprends après. Après, j'avoue, il y a putain, 18 ans, où est-ce que j'étais, purée. Ouais, du coup, je lui dirais de se faire confiance, de ne pas avoir peur d'exprimer aussi ce qu'il pense, surtout, comme tout garçon de 18 ans, il y a toujours des petits accrochages avec les parents à cet âge-là. Après, voilà, chacun a son expérience, mais tu vois, moi par exemple, j'avais que mon père qui s'occupait de tout le monde, donc il jouait à l'aide de rôle. Des fois, on ne le comprenait pas trop pourquoi est-ce qu'il nous disait certaines choses. Bien sûr, aujourd'hui, on comprend mieux. Mais voilà, je dirais d'y aller,
d'avoir en fait cette confiance en lui et d'en parler vraiment avec tout ce qu'on a pu vivre là en ce moment-là, d'avoir en fait le courage de parler à son père, en tout cas à la personne avec qui il se sentait mieux, totalement mes frères. Et voilà quoi. C'était vraiment, c'est plus une histoire de confiance, de ne pas avoir peur de ses émotions. C'est des trucs qui, ça arrive, tu pleures ou pas. Mais de toute façon, à un certain moment, tu vas pleurer. Bien sûr. Il y a un certain moment où ça va te rattraper. Tu peux pas contrôler. Tu pourras pas contrôler, donc vaut mieux y aller quand tu. Mon gars, Si tu devais me parler à 18 ans, je dirais accroche-toi, mec. Attendez, pas facile. Je dirais accroche-toi, mais qu'au final, ça va aller et tu es assez. Tu es assez beau, tu es assez intelligent, tu es assez fort physiquement, assez fort mentalement, et que il y aura des obstacles, par moments ce sera dur, mais si on met sur un cap, ça va faire. Je vais jouer au jeu aussi. Ouais. Pour moi, je me demanderais d'aller chercher. Je pense que sur mes 3 dernières années, j'ai beaucoup plus cherché que j'en ai fait plus avant. Chercher sur qui j'étais, sur qu'est-ce que je ressens, sur ce que j'aime, sur comment je veux être, J'avoue, sur... t'as des questions plus techniques, toi, même dans nos conversations. Je sais que sur les dernières années, j'ai beaucoup cherché. Parce que j'étais aussi entouré des gens, donc merci au fait qu'ils soient là, ils vont se reconnaître. Mais d'aller chercher aussi toutes ces questions-là, très tôt, très vite. Je pense que j'aurais été une meilleure version de moi-même. J'aurais eu plus confiance en moi beaucoup plus tôt si j'avais cherché sur ce que j'aime. Tu me disais tout à l'heure, sur ce que tu aimes vraiment, sur ce que tu veux vraiment, et pas essayer de cocher les cases de toutes les filles, en l'occurrence. En étant certain, en tout cas, de ce qu'on vaut, de ce qu'on aime, etc., on se présente différemment face à une fille. Et je sais que sur les dernières années, ça m'a bien réussi. Donc, j'aurais aimé l'avoir plus tôt. Et la dernière question. Je veux juste ajouter un dernier truc, moi. On a oublié l'ancien. Non, mais j'ai commencé à répondre, mais j'ai réfléchi. Moi, il y a un truc déjà qui s'adresse à la moi de 18 ans et aussi, je pense, à toutes les jeunes femmes de mon âge ou plus ou moins jeunes. Ce serait de vraiment se prioriser et de décentrer les hommes de notre vie. Vraiment. Parce que moi, je me suis mise en couple très jeune et je suis restée très longtemps avec mon premier amour. Et en fait, ça m'a mis en fait, ça m'a lancé sur un truc qui fait que j'ai pas appris à vivre pour moi, à savoir vraiment ce que j'aimais, savoir qui j'étais. Et je me suis posé des questions beaucoup trop tard, parce que je vivais à travers la relation dans laquelle j'étais. Et c'est vraiment, voilà, faire d'abord ce travail, de se prioriser en étant jeune, et après construire tout doucement la suite avec quelqu'un de bien, mais vraiment décentrer les hommes, se focus sur soi, et toujours écouter ses parents, parce que c'est les meilleurs conseillers. Voilà. Écoutez vos parents. Écoutez vos parents. Sur l'instant T, tu t'en rends jamais compte, mais après, avec Ils ont toujours raison au final. En vrai, là, je réalise, mais ouais, ils ont toujours raison. Très clair. Merci pour ces partages. La deuxième question, c'était est-ce que il y a eu un livre, une musique, un mot qui vous a aidé à préparer ou à préparer ces discussions, quelque chose sur lequel vous êtes appuyé pour cet échange-là? Ouais, je vais répondre comme ça, je suis lancée là. Moi, c'est la Toujours série. Moi, c'est la série This Is Us. C'est une série qui est sur beaucoup de saisons. Et en fait, ça met en avant pas mal de familles, beaucoup de niveaux de société différents, des hommes, des femmes. Et on voit vraiment aussi bien les hommes que les femmes dans leur état le plus naturel. C'est-à-dire que les émotions ne sont pas bridées. Voilà, c'est pas du tout scénarisé. En fait, ils ont vraiment essayé de représenter l'homme émotionnel qu'on ne voit pas dans la normalité de ce qu'on a dans le quotidien. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Pour les gens qui ont regardé cette série, je pense que vous comprendrez ce que je dis. Et voilà, je pense que ça m'a permis de structurer quelques points de ma réflexion. Et voilà. Très bien, allez regarder. Je vais regarder.
Non pas que je me suis aidé de... C'est une musique, Father Time de Kendrick Lamar. Ok. En fait, qui est un... Tu rigoles quoi? Tu rigoles bien? Tu connais? C'est un Drake fan. Mais il connaît Mr. Moral. Ouais, Ok. Et en fait, pourquoi ce son? Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un mec qui dit et déjà avoue et qui a conscience qu'il a des issues, notamment liées à son éducation, à cet amour vache qu'il a pu avoir avec son père, et que plus tard, en grandissant, il a compris certaines choses, des décisions qu'ont pris son papa, et généralement, ce qu'on n'arrive pas à exprimer se trouve dans le son, un peu. Je vais écouter. Intéressant, je vais écouter ça tout de suite. Et on finit. L'album, il était incroyable. Mais l'album Mr. Moral en tant que tel, il est Ouais. ouf. Mais ce son Father Time, spécifiquement, c'est vrai que c'est un son, quand tu l'écoutes la première fois, tu te dis, ok, il faudrait peut-être que je prenne mon gros casque et que je me pose. Celui-là mérite que je me Que je me cerveau, prenne. quoi. Moi, c'était... Je sais pas, moi, je suis venu en freestyle, mais il y a quelque chose qui m'est venu en tête, c'est que dernièrement, j'étais accompagné ma fille à la crèche, et normalement, le vendredi, c'est moi qui la dépose Ok. à la crèche. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais la poussette dans la maison. Donc, je devais descendre avec la poussette, plus elle, et la voiture n'était vraiment pas loin. Du coup, je vais pas la mettre dans la poussette et aller là juste devant, la ressortir, la remettre. Du coup, je l'ai prise là, que j'ai l'habitude de faire, un bras, et l'autre, j'ai pris la poussette dans l'autre. Et après, je me suis dit, mais de toute façon, le soir, quand je vais la récupérer, je vais à pied. Donc, je prends juste la poussette et je pousse. Donc, du coup, cette fois-ci, je vais pas aller avec la poussette. Donc, je redépose la poussette et il y a mon fiancé qui dit, mais t'es un homme, non? Donc, il y a ma fiancée qui sort ça. À ce moment-là, merci Mousma. Proud! La fierté! Et je me dis, mais en fait, pourquoi? Alors, sur le coup, j'ai juste regardé, j'ai pas réagi sur le coup. Mais je me disais, mais pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Parce que d'habitude, je le fais. Je la prends tout le temps, même quand on monte l'escalier, on est au premier, je la soulève. Je soulève elle, la poussette, tout ça, le sac et tout. J'ai tout. L'homme capable! Tu vois? Ouais. Donc pourquoi est-ce que là, elle dit, même si Elle remet ta masculinité ou même alors si, justement, tu vois, même si c'est en rigolant, pourquoi est-ce qu'elle sort ça à ce moment-là, tu vois? Et c'était le matin aussi. Donc, le matin, ça arrange pas les choses. le matin, ça arrange pas les choses. Du coup, là, je change de mine, là, je lui dis, tu me dis pas ça. Là, vraiment, tu me dis pas ça, et je pars. Je pars, je pose ma fille, je suis pas content, je reste la journée et tout. Et voilà, ça m'a permis, après, les choses se sont arrangées. Bien sûr. D'habitude, tu rentres, on discute et tout, et ça passe. Mais je pense que c'est des mots comme ça. C'est des mots comme ça qui te font réfléchir un tout petit peu. À la notion d'homme. C'est pas drôle. Ouais. C'est pas drôle. Bon, elle va écouter, je vais lui faire écouter. Bien sûr, elle va écouter. Elle va très bien écouter. Pour ma part, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle La Tendresse. D'ailleurs, c'est cette pièce de théâtre qui m'a donné envie de faire ce podcast, où c'était des hommes qui parlaient de leur tendresse, de ce que c'est leur masculinité, et c'était vraiment très intéressant. J'ai découvert cette pièce par une amie qui m'a amené par hasard, et j'ai vraiment aimé. Et je me suis dit qu'il fallait que j'en parle avec mes amis, puisque c'était un sujet sur lequel je me suis vraiment posé la question. Enfin, j'ai prospecté déjà autour de mes frères de qu'est-ce que ça va être un homme, est-ce que déjà je suis différent de mes frères en tant qu'homme, etc. Et de la position, moi je suis le dernier garçon de ma mère, donc il y a 3 garçons, et on a un cousin aussi qui est un grand cousin qui fait partie de mes frères, donc je suis le dernier, il y a 4 garçons autour de moi. Et la question de est-ce que je suis un sous-homme par rapport à ces hommes-là qui sont plus grands que moi, ça a toujours été toute ma vie, et donc de les voir un peu exprimer ça autour de la tendresse, c'était très intéressant. Et je suis content. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était un plaisir.
Et j'espère qu'on va en refaire un autre sur plein de sujets. On parle beaucoup, vraiment beaucoup. Ouais. On n'a pas vu le temps passer. 1 heure déjà. J'aurais pu tenir encore longtemps. C'était Sema Club. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si tu as aimé la vidéo, tu peux liker, commenter, partager autour de toi. Ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la discussion. On se retrouve bien évidemment très prochainement pour un nouveau épisode avec un nouveau club. À bientôt.